El pueblo unido jamás será vencido. 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 Partout, il y a les revendications pour la paix, pour la fin de la guerre et de la violence. Et en tant que communistes, nous luttons pour une société sans guerre, sans barbarie et sans oppression. Mais la question, c'est comment on y arrive. Et une idée qu'on rencontre partout, c'est le pacifisme, qui est un appel à la paix et aussi de se positionner contre chaque forme de violence ou guerre en général. Et pour tout le monde qui veut lutter contre la guerre, qui veut mettre fin à la violence et de l'oppression, cette discussion ici est absolument centrale. La question, c'est quelles armes faut-il pour mettre fin à la guerre? Et évidemment, ici, on parle contre le pacifisme et on parle des armes, mais ce n'est pas la question de quel fusil est la meilleure, mais quelles idées sont les meilleures pour faire ça. Avec quelles idées on doit lutter contre la guerre. Et pour répondre à cette question, on doit tout d'abord regarder le monde tel qu'il est, et on vit dans un monde avec des contradictions et des antagonismes. Pour être plus précis, nous vivons dans une société divisée en classes. Nous avons d'un côté l'antagonisme entre les capitalistes et la classe ouvrière, c'est-à-dire une petite minorité qui possède les moyens de production et ainsi toutes les richesses de la société et qui exploite et opprime la grande majorité, les travailleurs. Et au même moment, nous avons des antagonismes entre les différents capitalistes qui sont en concurrence l'un avec l'autre, où nous avons des différents groupements de capitalistes représentés par un État-nation, mais où ces capitalistes, ces grands multinationaux, les banques, sont les forces motrices derrière les politiques, les mesures prises par les États, par les gouvernements, dans leur intérêt contre l'intérêt de nous. Et pour fonctionner une telle société avec des forces et des intérêts opposés, tu as plusieurs options en tant que classe dominante. D'un côté, l'idéologie, la propagande, genre donner au peuple le sentiment que les institutions et le système dans son ensemble agissent dans l'intérêt de la majorité, que le système tant qu'il est bénéfique pour tout le monde. Mais quand ça devient compliqué, quand il y a une crise du système, quand la majorité de personnes ne se laissent plus avoir par ce mensonge, là, et l'histoire l'a montré maintes fois, la classe dominante, pour se maintenir au pouvoir, va en dernière instance utiliser de la violence. Ça, au sein des États-nations, genre avec la répression contre la classe ouvrière, et c'est aussi pour cela qu'il y a de la police, la justice, le prison et l'État en général. Ces institutions ont comme objectif de défendre les intérêts et l'existence des capitalistes et leur système, mais aussi au niveau international. Capitalisme signifie la concurrence entre les capitalistes et leurs États. Le monde il est partagé entre ces différentes puissances. Et dans un temps normal, tranquille, quand il y a de la croissance de l'économie, quand tout le monde va bien, bah là tu peux travailler avec la diplomatie. Tu peux t'asseoir à une table et régler les problèmes et les détails de ton alliance. Mais là aussi, particulièrement quand il y a une crise économique au niveau mondial où de nouvelles puissances émergent qui augmentent la concurrence entre les capitalistes, bah là, ils sortent les armes, ils entrent en guerre. Parce qu'aussi là, aucune puissance est prête de simplement abandonner leur place et ils le défendent avec tout moyen nécessaire. C'est ainsi que nous disons que la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les capitalistes ne mènent pas la guerre pour mener la guerre, mais pour conquérir de nouveaux marchés, des centres d'influence, la matière première, ou justement pour se maintenir à la position du chef du monde. Et c'est se maintenir autant que capitaliste, autant que groupe de capitalistes face à d'autres. Et c'est la même chose pour l'État. Les gouvernements ils n'utilisent pas la violence et la répression parce qu'ils sont amoraux, mais parce qu'ils doivent garantir ce système, le status quo, avec tout moyen nécessaire. Et c'est pour cela que nous disons que la violence et la guerre font partie du capitalisme. Ce n'est pas la conséquence d'une mauvaise politique des valeurs amorales, mais conséquence de ces contradictions, ces antagonismes entre les classes, entre les capitalistes, qui rend la violence et la guerre une nécessité. Et notre société, elle vacille entre la paix et la guerre, entre calme et répression, c'est-à-dire il y a
évidemment pas une situation permanente de guerre ou de répression, mais les contradictions qui amènent à la guerre, qui amènent à la violence, ils ne sont jamais résolues dans le cadre du capitalisme. Tant qu'il y a le capitalisme, tant qu'il y a la société de classe, il va y avoir de la guerre et de la violence. Et c'est pour ça que, comme dans la période de guerre et de la paix, notre objectif reste le même, surmonter les contradictions capitalistes par le renversement de ce système. Seul avec la révolution socialiste, nous pouvons mettre fin à la société de classe et avec elle mettre fin à la violence et la guerre. Mais évidemment, ce n'est pas ainsi que les raisons pour lesquelles il y a des guerres aujourd'hui sont présentées. Mais les raisons nommées sont toujours des très grands concepts abstraits. C'est des guerres pour la démocratie, pour l'autodétermination des nations, pour l'autodéfense ou bien même mener la guerre pour la paix. Et si on regarde les journaux bourgeois en Suisse concernant la guerre en Ukraine par exemple, ils disent que c'est la lutte contre l'impérialisme inhumain de Poutine ou c'est une guerre pour la démocratie et pour la paix en Europe. Ou bien si on regarde chaque intervention militaire ou guerre lancée par les États-Unis ces dernières décennies, ils nous expliquent qu'ils mènent cette guerre pour la lutte contre le terrorisme. Ils envahissent chaque pays au Moyen-Orient pour nous protéger des milices terroristes. Mais dans les deux cas, c'est des mensonges. Ce n'est pas la lutte pour la démocratie qui est derrière la lutte en Ukraine, mais c'est une guerre interimpérialiste entre l'OTAN et la Russie pour leur zone d'influence en Europe. Très peu de temps avant l'invasion russe, l'Ukraine n'a même pas reçu le droit de rejoindre l'Union européenne, justement parce que le gouvernement en place ne correspond pas à une vraie démocratie. L'Union européenne a en gros dit que ce pays est dirigé par une oligarchie. Mais d'un jour à l'autre, avec l'invasion de la Russie, l'Ukraine est devenue le pays le plus démocratique du monde qu'il faut défendre contre le despotisme russe. Et c'est la même chose avec la guerre contre le terrorisme. Ça fournit la base idéologique pour justifier des invasions, des opérations militaires, des guerres dans le Moyen-Orient et autour, mais pas pour lutter contre le terrorisme, mais pour assurer l'accès des États-Unis et de l'Occident au marché et des ressources dans cette région. En Irak même, ils ont d'abord justifié l'invasion de 2003 avec l'existence des armes de destruction de masse, pour lesquelles il n'y avait aucune preuve. Et quand cet argument est devenu un peu shaky, ils soulignent qu'ils luttent bien contre le terrorisme en Irak, en fait, comme des groupes comme Al-Qaïda. Mais c'est en fait seulement après l'invasion en Irak, après la destruction de ce pays, la destitution de leur gouvernement, où Al-Qaïda a pu s'installer en Irak. Et du coup, ce qu'on voit avec ces exemples, c'est que c'est super hypocrite. Mais le point que je veux surtout faire, c'est ces arguments, ces grandes phrases, c'est important pour la classe dominante et ses représentants de cacher les véritables raisons pour les guerres. La classe dominante utilise des phrases pacifiques pour cacher le vrai caractère de la guerre. Et c'est une arme idéologique importante pour, d'un côté, créer du soutien pour la guerre parmi la classe ouvrière, mais aussi de faire accepter des attaques contre la classe ouvrière en conséquence de la guerre. Si on prend l'Ukraine, pour la classe ouvrière en Europe, cette guerre avait comme conséquence l'inflation et une augmentation des coûts d'électricité. Et ça, c'est un peu difficile de faire passer ça en disant alors les États-Unis et l'OTAN, ils veulent renforcer leur zone d'influence et affaiblir l'impérialisme russe. Du coup, désolé, vous devez payer plus. Mais de dire, payez vos factures d'électricité pour la paix en Europe, ça passe beaucoup mieux. Et ces phrases pacifiques aident ainsi de cacher les lignes de classe aussi à l'intérieur d'un pays, de créer une unité nationale entre la classe dominante et les classes opprimées face à un danger ou un ennemi étranger. Défendre la civilisation et démocratie de l'Europe contre tous les autres, alors que c'est notre classe dominante ici qui crée les conditions inhumaines et nous interdit de parler ouvertement par rapport à ce qui se passe en Palestine, par exemple. Et du coup, pour nous, ça doit être clair, ces guerres et invasions militaires des impérialistes, c'est rien de progressif. Ils ne sont pas menés pour la démocratie, contre le terrorisme ou pour l'autodétermination d'un pays, mais pour les intérêts des impérialistes.
Mais après, on pourrait se dire, ok, les États-Unis, on sait tous qu'ils veulent juste mener la guerre et inventer des raisons pour ça. Mais merci, on est dans un pays neutre ici, en Suisse, humanitaire. Et que peut-être ici, la classe dominante, elle est bien plus gentille que les autres. Parce qu'on voit ça. Le Conseil fédéral, il s'engage pour la diplomatie, pour les valeurs humanitaires. La Suisse, elle est vraiment championne du pacifisme. Mais là aussi, on doit regarder un peu plus près. La Suisse joue actuellement la présidence dans le Conseil de sécurité au sein de l'ONU, où elle a montré ses meilleurs côtés pacifiques, particulièrement par rapport à la guerre au Moyen-Orient. Et depuis des semaines après l'invasion du Liban de la part d'Israël, le Conseil fédéral revendique des solutions diplomatiques et fait appel à la paix. Après la dernière frappe aérienne d'Israël en Iran, le Conseil fédéral, je cite, condamne l'escalade dangereuse de la violence au Moyen-Orient. Et elle ajoute, les hostilités doivent cesser de toutes parts afin d'éviter une escalade régionale. Aussi, quand elle parle après des développements au Liban, la Suisse neutre, elle fait appel aux deux côtés du conflit pour cesser la violence. Les deux parties doivent respecter le droit humain et travailler vers une déescalation. Et pourquoi le Conseil fédéral il dit ça? Ces jolies phrases ne sont pas simplement du blabla diplomatique gentil. On est neutre, on est humanitaire, mais ils ont aussi comme objectif de cacher la vraie responsabilité dans ces conflits. Les derniers mois, nous avons pu observer comment Israël fait escalader la guerre dans toute la région, qu'ils ont saboté les négociations de paix, en tuant par exemple le négocié principal du Hamas. Nous avons vu aussi l'attaque terroriste avec les Pagers au Liban et la continuation permanente de rompre avec chaque loi et résolution de l'ONU qui existe. Mais ce que le Conseil fédéral revendique, c'est la cessation complète des hostilités par le Hezbollah et Israël. Et les deux parties sont tenues responsables pour cacher qu'il y a justement un vrai responsable dans cette guerre et dans cette escalade, Israël. La Suisse n'est pas neutre dans ce conflit, mais dans une telle situation, faire appel aux deux côtés signifie justement de justifier les actes de l'État sioniste. Et dans le Twitter du département, ou dans le X, du département des affaires étrangères, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et on pourra même encore ajouter tous les côtés sur la guerre en Ukraine, où la Suisse trouve des mots très clairs où elle revendique la fin de l'agression russe. Mais je n'ai malheureusement pas le temps. Mais ce qui est important pour nous, c'est de comprendre pourquoi ils le font. Ce blabla pacifique a comme but de cacher leur soutien à Israël et les vrais intérêts de la Suisse là-dedans. Particulièrement après un an de génocide et l'invasion au Liban, cette phrase de Israël a le droit à se défendre, ça marche juste plus dans la majorité des cas. Et du coup, ils utilisent des grandes phrases pacifiques, des valeurs humanitaires, de la diplomatie pour cacher qu'ils s'en foutent complètement de combien de personnes sont tuées, mais ce qui est important pour eux, c'est leur relation avec Israël et les États-Unis. La politique étrangère de la Suisse n'est pas dirigée par des valeurs humanitaires ou la neutralité, mais dirigée, comme dans tous les autres pays capitalistes, par les intérêts de la classe dominante, leurs alliances, leur zone d'influence et leurs profits. Et utiliser la diplomatie et la neutralité a été toujours une stratégie pour un petit pays impérialiste de faire des deals, des alliances, des négociations avec tous les pays au même moment. Et le pacifisme est utilisé partout par la classe dominante comme moyen que de cacher les vrais intérêts et les vraies raisons derrière leurs actions. Ils essaient de cacher que c'est eux le plus grand fauteur de guerre, qui sont prêts d'utiliser tout moyen nécessaire pour protéger leur système et leurs intérêts. Et l'hypocrisie devient vraiment de plus en plus évidente pour de plus en plus de personnes. Mais ce qui est important, c'est de ne pas seulement être en colère ou choqué, mais de devenir capable de comprendre, de dévoiler quelles sont les véritables raisons et les intérêts derrière ces grandes phrases.
Mais c'est pas seulement en fait chez la classe ouvrière ou nos jolis gouvernements où nous découvrons le pacifisme, mais aussi dans la gauche et dans les mouvements ouvriers. On pourrait se dire, ok, ces gouvernements et les capitalistes, ils sont hypocrites, ils utilisent le pacifisme pour nous tromper, mais c'est clairement autre chose si la gauche elle utilise le pacifisme. Que oui, la classe dominante, elle monte, mais si au sein du mouvement pour la Palestine ou le PS par exemple utilise le pacifisme, c'est honnête. Mais aussi ici, on doit faire attention et regarder un peu plus en profondeur de ce qu'est vraiment le pacifisme, parce que le pacifisme à gauche a la même manière de penser, la même méthode derrière, la même philosophie que la classe dominante ou le pacifisme de la classe dominante. Et le point le plus important que nous devons expliquer dans le pacifisme, c'est n'importe si ça vient de Biden, du Conseil fédéral ou du PS, c'est une arme réactionnaire dans la lutte pour la paix. Prenons par exemple le Parti socialiste. Ils sont pour la solidarité, pour la paix, et ils s'opposent à la guerre et la violence. C'est un peu ça, ces concepts moraux selon lesquels ils travaillent. Mais ces concepts sont très généraux, très abstraits. Ils s'appliquent à tout moment et à chaque situation. Mais ainsi, ils finissent, particulièrement quand ça devient vraiment important, toujours en dernière instance, sur le côté de la classe dominante. Prenons l'exemple de la Palestine. Le PS a la même position que le Conseil fédéral. Ils ont une approche très morale à cette question. Si on prend Hamas et Israël, là, ils dénoncent la violence de deux côtés. Parce que la violence et la guerre, c'est mauvaise. Mais ici vient justement une contradiction que nous avons déjà vue dans l'exemple du Conseil fédéral. C'est ce qu'ils font, c'est mettre sur pied d'égalité la violence des propriétaires d'esclaves et celle d'esclaves. Pourquoi ? D'un côté, nous avons Israël, un État impérialiste puissant avec une armée super développée et financée par l'Occident et qui, depuis plus que 75 ans, opprime, expulse et tue les Palestiniens. Et de l'autre côté, nous avons les Palestiniens qui vivent sans État, en majorité en tant que réfugiés et qui sont systématiquement opprimés. Et nous défendons le droit des Palestiniens de se défendre contre leur oppression, n'importe le moyen. Et est-ce que ce que le Hamas a fait le 7 octobre, c'est grave ? Oui, bien sûr, on n'est pas pour la violence exagérée, le terrorisme individuel comme manière de lutte, mais nous ne devons pas approcher cette question de manière morale, abstraite, mais concrètement regarder les conditions et comment on est arrivé à ce point. Qui est vraiment responsable pour la violence et la guerre et quels actes sont justifiés. Et la manière dont le PS approche cette question, un peu à la « nous sommes contre la violence de deux côtés, les deux côtés ont fait quelque chose », ça signifie à la fin de cacher les vrais rapports qu'il y a là-dedans et c'est mettre à pied d'égalité l'oppresseur et l'opprimé. Et en conséquence, c'est prendre la position de l'oppresseur. Et le problème derrière le pacifisme, c'est-à-dire les valeurs morales abstraites et générales, c'est que le point de départ de ces idées, c'est l'idéalisme. Le pacifisme part des idées ou d'une morale qui est toujours applicable, indépendamment de son contexte historique. Une morale qui est toujours et à tout moment applicable. Est-ce que ça existe ? Et si on regarde dans l'histoire, on voit que les opinions, les attitudes autour des questions morales comme la violence et la guerre ont toujours changé. Par exemple, l'esclavage, qui est aujourd'hui quelque chose que la majorité des personnes voient comme amoral, mais il y a des milliers d'années, l'esclavage a été vu comme normal ou comme correct. Mais on pourrait se dire qu'il y a clairement des valeurs qui s'appliquent à tout moment, comme par exemple la question de tuer quelqu'un. Quand est-ce que c'est permis de tuer un autre être humain ? Et on voit dans l'histoire que chaque forme de société avait certaines règles concernant cette question, que c'est faux de tuer quelqu'un, qui vient de la nécessité de la société de juste se maintenir elle-même. Mais aussi dans cette idée elle est contradictoire. C'est mauvais de tuer, mais quand un pays entre en guerre, c'est bien. Ou c'est mauvais de tuer, mais quand c'est le résultat de sa propre défense, c'est accepté. Du coup, c'est aussi là un peu plus compliqué que ça.
Mais surtout, la question à laquelle on ne trouve pas de réponse dans le pacifisme, c'est d'où viennent les valeurs morales. Le pacifisme ne trouve pas ses critères pour agir sur Terre, pas dans les forces historiques, dans les conditions matérielles, mais il les trouve en dehors de la société, particulièrement en dehors de la société de classe, qui est la forme que la société des êtres humains prend jusqu'à aujourd'hui. Parce que si la morale ou notre attitude et nos critères vis-à-vis de la violence ne sont pas déterminés par les conditions matérielles, par les conditions dans lesquelles les gens vivent, par la manière dont ils vivent ensemble et donc par quelque chose qui n'est pas éternel mais qui change, alors la réponse doit venir d'en haut, du ciel et de Dieu. Et du coup, le pacifisme, c'est l'idéalisme. C'est les idées qui priment, c'est les idées qui déterminent le monde et pas l'envers. Et ça finit en fin de compte toujours dans la religion. Et en conséquence, au lieu de comprendre comment le monde il fonctionne et du coup comment on peut le changer, le pacifisme essaie d'inventer un monde céleste. Au lieu de comprendre le monde tel qu'il est, on le regarde comme on voudrait qu'il soit, pacifique, humanitaire, gentil. Un peu à la si tout le monde vivait selon ses idées, il n'y aurait pas de guerre. Et c'est impossible de comprendre vraiment pourquoi il y a la guerre comme ça et comment le combattre. Parce que la société n'est pas dirigée par des principes moraux que nous avons extraits de nos cerveaux, mais par la lutte des classes vivantes. C'est comme si on voulait comprendre la sélection naturelle de Darwin avec le principe du véganisme. Et le pacifisme est donc une philosophie idéaliste, ne sont pas simplement des mauvais outils pour comprendre le monde, mais ce sont extrêmement nuisibles pour le mouvement ouvrier et la lutte contre la guerre. D'un côté, les bourgeois utilisent ces idées de manière cynique pour leurs propres intérêts, pour cacher les véritables raisons derrière les guerres, mais surtout le pacifisme dans nos rangs joue directement dans les cartes des impérialistes. Il crée des illusions que c'est possible d'avoir la paix sur une base capitaliste, qu'on peut créer, établir leur morale abstrait, leur monde céleste. Est-ce qu'il faut simplement convaincre la classe dominante moralement que c'est faux de faire la guerre ou d'utiliser la violence? Et la guerre est montrée comme un produit de valeurs individuelles ou des erreurs et non pas comme conséquence des contradictions de ce système. Et c'est comme ça qu'ils font appel à tout le monde. Il faut juste se donner la main et faire la paix et vivre selon ses valeurs, être pacifique et montrer l'autre joue. Et de telles idées, même avec les meilleures intentions, en fin de compte, aident aux oppresseurs, aident à la classe dominante. C'est la même philosophie derrière ce que la classe dominante, elle dit, mais le pacifisme à gauche donne à cette idée un manteau progressif parce que ça vient directement de la direction des mouvements contre la guerre. C'est jeter de la sable dans les yeux de la classe ouvrière et des opprimés. Et en pratique, ça signifie non, il ne faut pas lutter, il ne faut pas renverser la classe dominante. Que si la classe ouvrière prend en main les armes et veut se défendre contre la répression, ce amoral, c'est aussi grave que la violence de l'État. Ils ne pointent pas le doigt vers la classe dominante et leur police, leur armée et ils n'expliquent pas que c'est eux seuls qui sont responsables pour chaque forme de violence. Et que pour mettre fin à la violence, c'est la classe dominante qui doit être renversée avec tout moyen nécessaire. Le pacifisme en pratique, c'est des appels à tous, à la classe dominante, à leurs institutions comme l'État, l'ONU, et ça finit souvent dans le symbolisme, dans un désarmement de la classe ouvrière physique et idéologique. Et ça se termine par la passivité de la classe ouvrière. Et l'histoire montre que les méthodes pacifistes ont décapité de mouvements révolutionnaires comme en Soudan parce qu'ils ne se défendaient pas, ils se basaient sur des valeurs pacifiques. Et c'est pourquoi le pacifisme est toujours réactionnaire, parce que même avec les meilleures intentions du monde, on finit toujours par se retrouver dans le camp de la classe dirigeante et son système. Et ça signifie que nous avons besoin d'une meilleure arme dans la lutte, une philosophie qui nous aide à comprendre le monde et qui ne cherche pas de réponses et de solutions quelque part dans le monde céleste, mais dans le monde réel. Et pour ça, nous avons besoin pas d'idéalisme, mais le matérialisme. Et le titre de cette session est « Pacifisme contre marxisme ». Du coup, nous on dit si tu veux lutter pour la paix, tu as besoin du marxisme. Mais le marxisme, il n'est pas un livre de cuisine, une liste de principes abstraits,
Nous ne savons pas des principes moraux qu'on peut sortir à chaque question. Nous ne sommes pas contre la guerre ou contre la violence en général. Nous, on dit ça dépend. C'est une question très concrète. Mais ça ne signifie pas non plus que nous approchons cette question d'un point de vue purement empirique, sans théorie du tout. Je dirais la phrase qui nous aide le plus, c'est « la fin justifie le moyen ». Guerre, violence, tuer, mentir, c'est permis si cela nous amène à notre fin. Ceci n'est pas une approche moraliste, on n'est pas contre la guerre ou la violence en général, parce que nous soutenons la guerre et la violence des opprimés contre les oppresseurs. Pour nous, il y a de la guerre qui peuvent jouer un rôle progressif, mais nous ne soutenons pas des guerres qui sont menées pour des intérêts impérialistes, même s'ils sont menés officiellement dans le nom de l'autodétermination. Nous approchons ces questions de manière concrète, et c'est la même chose avec la violence. Nous condamnons la violence sur la base que c'est un produit de la société de classe que nous voulons abolir, mais nous reconnaissons que aussi la révolution même est un produit de société de classe et a en conséquence des caractéristiques de la société de classe. Nous défendons la violence dans les révolutions si elle est nécessaire pour se défendre et pour amener la révolution à sa victoire. Mais ça ne signifie pas non plus que la violence juste comme ça fait du sens dans une révolution. C'est une question de stratégie et de tactique. Par exemple, si on prend le terrorisme individuel ou les méthodes de guérilla, nous considérons que ces méthodes ne sont pas bonnes parce que ça signifie prendre les armes, ou justement pas parce que ça signifie prendre les armes, mais ça signifie prendre les armes de manière isolée de la lutte de classe. Il s'agit toujours d'une petite minorité qui substitue la lutte collective de la classe ouvrière, ce qui n'amène pas à la clarté sur quelles sont les tâches de la classe ouvrière dans la lutte contre la guerre et ce qui amène aussi à la fin à la passivité. Et ces méthodes sont incapables dans ce sens de s'attaquer eux aussi aux racines de la guerre et de la violence. Et ça, c'est aussi notre critique envers le Hamas. Tu ne peux pas combattre l'État israélien purement sur une base militaire, mais ça doit être basé sur des méthodes révolutionnaires de la lutte de classe en Palestine et au Moyen-Orient. Nous justifions telle ou telle méthode dans la mesure où elle renforce la lutte de classe. Et dans ce sens, la fin justifie le moyen. Et ce qui distingue la morale marxiste des autres, c'est que ce ne sont pas seulement les moyens qui sont justifiés, mais aussi la fin. Notre objectif est la fin de la société de classe, tout ce qui augmente réellement le contrôle de l'humanité sur la nature et diminue l'oppression de l'homme sur l'homme est autorisé. Et nous ne justifions pas notre objectif moralement, mais matériellement. Aujourd'hui, toutes les conditions sont là pour dépasser la société de classe qui contraint de plus en plus l'humanité à la barbarie. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour mettre fin à l'oppression de l'homme sur l'homme. Nous ne cherchons pas dans le monde céleste, mais nous regardons le monde tel qu'il est et nous trouvons les leviers nécessaires pour changer le monde. Ainsi, la morale a été placée sur une base matérialiste, ce qui la rend bien plus puissante que la morale abstraite et idéaliste. Nous passons d'une certaine manière de la science à la morale. Et quel est l'objectif quelle est la fin de la classe dirigeante? C'est défendre le status quo, un système basé sur l'exploitation, la violence et l'oppression. Ils sont prêts à utiliser tout moyen possible nécessaire pour maintenir ce système. Et ils utilisent ainsi aussi le mensonge le plus horrible, la propagande et la répression aujourd'hui pour, par exemple, justifier ce qui fait Israël. Et c'est pour ça que nous avons besoin de notre propre philosophie, de nos propres armes et nos idées, parce que nous avons d'autres objectifs que elles. Mais ce qui compte, ce n'est pas la forme de nos méthodes, de nos armes, l'utilisation de la violence ou non, mais ce qui compte, c'est leur contenu. Utilisons-nous ces méthodes pour la libération de l'humanité ou pour maintenir ce système en vie? Et oui, ça nous fera passer pour des immoraux aux yeux des bourgeois et des pacifistes. On est des communistes froids, immoraux, sans cœur. On est prêt à tuer si nécessaire. Mais justement, derrière cette morale froide, il y a la volonté, il y a l'objectif de libérer l'humanité des chaînes de l'oppression, de l'exploitation, d'une manière qui peut véritablement le faire. Et de faire de ça la tâche de sa vie. Et c'est ça qui rend la morale marxiste beaucoup plus puissante, parce que nous subordonnons nos moyens à cet objectif qui est réellement nécessaire pour libérer
où on fait tout ce qui est réellement nécessaire pour libérer l'humanité. Après, c'est important de ne pas confondre le pacifisme avec le désir de paix de la classe ouvrière et la jeunesse, là où les appels à la paix des travailleurs et des jeunes honnêtes sont justement une réaction contre l'impérialisme et son hypocrisie. Et autant que marxistes, on ne rompt pas avec le désir de paix, ni avec la lutte pour la paix, mais on rompt avec le pacifisme, avec ses moralismes. Et nous devons montrer honnêtement de ce qui est nécessaire pour mettre fin à la guerre et mettre fin à la violence. Et oui, on défend la guerre civile contre la classe dominante, la nécessité de prendre en main les armes si nécessaire, tout ça est vrai. Mais ça ne signifie pas non plus que c'est dans notre programme aujourd'hui, c'est le premier point où c'est juste écrit on est pour une guerre civile armée. Et que nous parlons aujourd'hui avec chaque personne de la nécessité des armées, parce que ce n'est pas ça la question qui se pose aujourd'hui. Mais nous devons montrer le prochain pas concret dans la lutte. Si on prend le mouvement pour la Palestine, par exemple, là, la tâche immédiate en Occident, ce n'est pas prendre en main les armes contre la bourgeoisie, mais en fait, c'est tout d'abord doter les mouvements avec un programme de classe, d'organiser les gens au-delà de manifestations et travailler vers un mouvement avec un caractère de masse. Et les communistes, en ce sens, ils doivent patiemment expliquer les prochains pas dans la lutte et évidemment aussi patiemment expliquer la position des communistes face à la violence et la guerre. Mais les points que je vais faire, c'est des grandes questions vont se poser dans la lutte et se posent déjà aujourd'hui et vont se poser particulièrement dans un mouvement révolutionnaire. Et pour des révolutionnaires qui veulent vraiment mettre fin à la guerre, à ce système, il ne suffit pas d'approcher ces questions avec une approche moraliste ou sans étude profonde de la philosophie. Aujourd'hui, on peut voir ça partout avec les élections de Trump, par exemple, si on est juste choqué et fâché, ce qui est très compréhensible, mais ça ne nous aide pas encore à comprendre comment on peut lutter, et ça peut nous rendre impuissants. Du coup, la tâche des communistes, c'est tout d'abord comprendre, pas seulement dans l'immédiat, mais une compréhension profonde de ce qui est nécessaire pour amener la révolution à sa victoire. Et même si aujourd'hui la guerre civile n'est pas à l'ordre du jour, nous devons nous doter d'une méthode qui nous rend capables de juger si c'est juste et nécessaire d'une manière véritablement scientifique et objective. Et ensuite, nous devons armer le mouvement ouvrier et la classe ouvrière avec cette compréhension. Et pour ça, il ne faut pas une liste de principes moraux, mais le marxisme. Il est 1000 fois plus vivant, plus profond et plus puissant qu'une liste de principes moraux. Et c'est pourquoi nous nous armons maintenant du marxisme pour désarmer pour toujours ces fauteurs de guerre. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.